Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le MRC, principal parti d'opposition camerounais, ne participera pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. La formation politique de Maurice Kamto a décidé de boycotter ces scrutins en raison de l'instabilité qui persiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les jeunes d'aujourd'hui constitueront l'Afrique de demain, d'où la nécessité de les inclure dans le processus d'élaboration d'une paix durable. Alors quel peut être l'apport de la jeunesse africaine dans la résolution des conflits? Élément de réponse dans cette édition. Et l'Éthiopie veut faire de la potasse un élément clé dans sa stratégie de développement pour attirer des grandes compagnies étrangères. L'exécutif veut rendre le secteur minier plus attractif et augmenter sa contribution à l'économie nationale. Au Cameroun, le parti de Maurice Kamto ne participera pas aux élections législatives et municipales de février 2020. Le MRC, principal parti d'opposition, a annoncé le 25 novembre qu'il boycotterait ces scrutins en raison de l'instabilité persistante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, malgré les résolutions prises lors du grand dialogue national en octobre 2019. Alors quelles seront les conséquences de cette absence? Élément de réponse avec Corinne Kamsefuen et Ange Domenio. Au Cameroun, les élections législatives et municipales du 9 février 2020 se tiendront sans la participation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti d'opposition arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018. La décision du leader du parti Maurice Kamto, rendue publique lors d'un point de presse, est tombée à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures le lundi 25 novembre. Deux raisons majeures justifient ce retrait. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir établi la paix dans les régions du Nosso et créer les conditions d'une participation effective des populations des deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et ce faisant, consacrer la partition de fait de ce pays. En deuxième lieu, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun accuse le système électoral qui, de son point de vue, ne garantit aucune transparence lors des scrutins. Le parti de Maurice Kamto s'en réfère ainsi à son expérience aux élections législatives et municipales de 2013 ainsi qu'à la présidentielle de 2018. Sur le terrain, le MRC a réalisé qu'il n'y avait pas possibilité de composer des listes. D'ailleurs, lorsqu'ils se sont réunis, je voudrais vous rappeler qu'ils ont réussi à se présenter sur 38 communes et ils n'ont réussi qu'à mobiliser 8 députés. Et je crois que c'est cet échec de terrain qui est la preuve que le MRC n'est pas un parti politique structuré qui a découragé le leader central Maurice Kamto à dire qu'ils n'iront pas aux élections. Maintenant, il va saisir ce qu'on appelle une propagande politique à l'effet de donner l'impression qu'ils n'y vont pas parce qu'il y a crise au nord-ouest, au sud-ouest. Tout simplement, ce nouvel refuge politique du MSC est tout simplement la preuve que c'est un parti qui est en construction et qui n'est pas totalement prêt. Par ailleurs, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun invite les électeurs à boycotter ces scrutins du 9 février 2020. Rappelons que suivant les textes, la non-participation du MRC aux élections couplées de février 2020 hypothèque son avenir politique. Il ne pourra prendre part aux élections sénatoriales et régionales à venir en l'absence d'élus locaux et nationaux. L'armée congolaise et la MONUSCO, la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, ont annoncé le 25 novembre le lancement d'opérations conjointes à Béni, à l'est du pays. Objectif, assurer la paix et la sécurité aux populations civiles de la région, à l'heure où les massacres attribués aux rebelles ADF ont tué plus de 70 civils depuis le début du mois de novembre. Ange Domenio. L'armée congolaise et la MONUSCO, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, sont à pied d'œuvre à Béni. L'est de la République démocratique du Congo est depuis quelques moments le théâtre des violences extrémistes menées par des groupes armés. Pour venir à bout de ces attaques, la présidence congolaise a donc décidé de lancer cette opération conjointe des forces militaires. L'armée congolaise menait des opérations contre les ADF-NALU et donc la contre-offensive qui était annoncée par le chef de l'État n'avait pas impliqué les troupes des Nations Unies. Et ils intervenaient probablement dans le domaine de renseignement et déploiement des drones et autres.
Mais on a constaté qu'il y a malheureusement un changement de stratégie au niveau des ADF. Ils ont choisi d'attaquer les populations à l'intérieur même de la ville de Béni. En représailles à l'offensive congolaise, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant au moins 70 victimes au cours des dernières semaines. Lundi 25 novembre, des émeutes contre la mission de l'ONU en RDC ont éclaté à l'est du pays. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après les massacres des civils attribués aux présumés ADF. Alors cela repose le problème de la quintessence même de la finalité de la mission des Nations Unies, parce que la mission des Nations Unies a déployé plusieurs centaines d'hommes armés dans la ville de Béni, mais cela n'est pas suffisant pour arriver à sécuriser la population de Béni. L'ONU a appelé les habitants de Béni au calme après les manifestations de lundi. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Béni et ses environs. Le dialogue patine au Mali entre les parties signataires de l'accord de paix d'Alger datant de 2015. Le comité de suivi de l'accord a récemment tenté de relancer le processus nécessaire à l'instauration d'une paix durable au sein des populations. Une médiation internationale s'est récemment rendue auprès de la partie gouvernementale pour relancer les négociations. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bloqués depuis l'échec de la réunion du comité de suivi devant se tenir à Kidal, les parties signataires de l'accord de paix d'Alger ne se voient plus. Conséquence, les applications de l'accord se font toujours attendre. C'est pour remédier à cette crise que la médiation internationale est allée à la rencontre de la partie gouvernementale. La première fois que les sessions du CSA ne se sont pas tenues de façon régulière, on a eu une rupture pratiquement de 2 mois. Et nous avons estimé au niveau de la médiation internationale que nous devrons bouger pour qu'on puisse avancer. Et le premier pas que nous avons estimé nécessaire de le faire, c'est de rencontrer le gouvernement pour voir un peu, y a-t-il des points de blocage, y a-t-il des possibilités de renouer pour qu'on puisse tenir le CSA. Le gouvernement malien, tout en saluant cette initiative, s'est dit disposé à renouer le fil du dialogue avec les groupes armés signataires. Nous essayons d'avancer vers une compréhension commune des problèmes relatifs à la restauration de l'autorité de l'État. Il y a aujourd'hui une compréhension commune, les divergences se réduisent, nous allons avancer. La médiation internationale composée des 5 pays du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne devrait rencontrer les groupes armés signataires pour la tenue du comité de suivi des accords. Les jeunes sont en passe de devenir des acteurs de premier plan sur le continent africain puisqu'en 2050, ils représenteront la moitié de la population. Victimes et à la fois acteurs, quel rôle peuvent-ils jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité pour assurer un avenir meilleur? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Jeunes aujourd'hui, responsables demain, l'instauration d'une paix durable en Afrique passe forcément par le repositionnement de la jeunesse, d'autant plus que les moins de 25 ans devraient constituer 50% de la population africaine d'ici 2050, d'où l'urgence de s'attaquer aux problèmes d'accès à l'éducation, à l'emploi ou encore aux soins de santé qui poussent certains jeunes à émigrer, voire à se radicaliser. Les jeunes font partie des premières victimes de l'extrémisme violent et des conflits. La jeunesse est vulnérable au Mali, vous voyez, et tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de sécurité pour les jeunes. Donc du coup, les jeunes se sentent aujourd'hui impliqués dans ce travail de construction de la paix en apportant leur contribution tant au niveau de la sensibilisation et également pour apporter, n'est-ce pas, la réconciliation nationale entre les communautés à travers des sensibilisations, à travers la mise en place de volontaires pour la paix qui font des alertes, qui identifient certaines causes profondes du conflit au niveau local. L'inclusion de la jeunesse au forum et aux décisions politiques, encore moindres, semble désormais inévitable. Une nécessité qui pourrait passer par un effort massif de mobilisation commune et transversale en Afrique, plus efficace que la force d'intervention militaire rapide de l'Union africaine. Je lance encore un appel à l'Union africaine, aux dirigeants de l'Union africaine, de venir en aide, de poser le débat pour former une armée de 100 000 soldats africains, pour les Africains, pour venir en aide aux pays qui subissent le terrorisme en ce moment. On ne manque pas de moyens.
Au lieu de faire des débats, au lieu de créer des conférences, etc., cet argent peut être injecté, je pense, au niveau de cette création de 100 000 soldats. Certains jeunes s'accordent sur l'idée de la création d'une armée commune au sein de l'Union africaine pour éviter l'ingérence militaire étrangère, bien que la question du financement de cette force reste en suspens. Mais au milieu de ces supputations, une certitude demeure. La jeunesse africaine a bel et bien un rôle à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité. L'exécutif ivoirien a engagé des réformes majeures ces dernières années, des réformes qui ont eu des conséquences sur la politique d'investissement. Le pays a enregistré un flux d'investissement direct étranger de plus de 543 milliards de francs CFA en 2018 contre 402 milliards de francs CFA en 2017. Une légère hausse qui masque pourtant une faible attractivité du pays, comme nous l'explique Siamlo Victoria Sedji. Selon le rapport 2019 de la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Côte d'Ivoire a attiré en 2018 543,75 milliards de francs CFA de flux d'investissement direct étranger contre 402,20 milliards de francs CFA en 2017. La reprise économique a été dynamique grâce aux réformes majeures engagées par l'exécutif ces 7 dernières années. Les efforts ont été déjà fournis de sorte à ce qu'on puisse passer à une réduction du taux de marché public de gré à gré. Pour regarder les indices Doing Business, vous voyez que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus hauts formateurs au monde. Selon la CNUCED, la Côte d'Ivoire est le pays le plus attractif de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 2018, elle a capté 28% des IDE de la zone, mais le pays a d'importants défis à relever, notamment au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où il ne capte encore que 5,4% des flux d'IDE entrants, bien loin derrière le Ghana, 30%, et le Nigeria, 32%. La politique de taxation compte. Le Ghana se trouve à un taux de 33%, pendant que la Côte d'Ivoire se trouve autour de 50%. Quand une entreprise sait que la politique de taxation est élevée, cela va réduire sa marge et ses profits. Elle peut être intéressée à aller vers des entreprises avec un niveau de taxation beaucoup plus soutenable. Selon les autorités, le taux d'investissement global du produit intérieur brut ivoirien est passé de 14% en 2012 à 21% en 2018 et en 2020. L'objectif est d'atteindre un taux de 23%. L'Éthiopie veut rendre son secteur minier plus attractif. Pour ce faire, l'exécutif mise sur la potasse avec des incitations fiscales attrayantes. La potasse étant un minerai utilisé dans la production d'engrais. Les explications de Nathalie Moho et de Marcel Farba-Maroun. Transformer le potentiel en production en créant un cadre d'investissement minier attractif, c'est sous ce thème que l'Éthiopie amorce sa révolution minière. Le pays, au secteur minier, surtout artisanal, veut attirer des investisseurs étrangers. Principale ressource mise en avant, la potasse, riche potentiel pour la production d'engrais. Je m'imagine que ça sera une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, surtout que l'Éthiopie a des minerais de grande valeur. Donc, ils ont décidé à rentabiliser ou améliorer ce secteur minier. Sans doute, il y aura des retombées économiques énormes dans ce secteur. Lors de la deuxième conférence éthiopienne sur l'exploitation minière ce 25 novembre 2019, les autorités ont annoncé des incitations aux investisseurs capables d'utiliser les ressources minières pour le développement des constructions et de l'agriculture. Dans cette optique, le gouvernement a annoncé pour août 2020 la révision du code minier de l'Éthiopie. La révision du code minier pourrait déboucher à l'industrialisation du secteur. Sinon, c'était un secteur qui était typiquement artisanal, à très, très basse valeur ajoutée. L'Éthiopie souhaite augmenter la contribution du secteur minier au produit intérieur brut de 3 à 10% d'ici à 2030. Le gouvernement a ramené le taux d'imposition des sociétés minières de 35 à 25% et le taux de redevance sur les métaux précieux à 7% depuis 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.